Donc aujourd'hui, on est avec Alexis de la RATP du dépôt de Pleyel à Saint-Denis qui va nous expliquer donc pourquoi tu as été convoqué à un conseil de discipline. Un collègue bienveillant a transmis à la direction de mon établissement un message WhatsApp à caractère privé que la dite direction a considéré comme insultant à son égard. J'ai été convoqué le 25 avril au dépôt pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation. Et à l'issue de cet entretien, j'ai reçu une convocation pour le conseil de discipline de la RATP, voilà, où je risque donc entre 5 jours de mise à pied ferme et la révocation. Sur quoi vous vous battez en ce moment à la RATP qui pourrait expliquer qu'il s'attaque comme ça à un délégué CGT ? Moi, je pense que, évidemment, cette histoire de messages WhatsApp, etc., c'est pas un motif sérieux. En effet, ils s'attaquent à moi parce que je suis élu CGT. Ils essayent de briser toute résistance, car aujourd'hui, l'actualité et l'avenir très proche du département bus, c'est l'ouverture à la concurrence. Pour la direction, c'est ça l'enjeu. Ce qui vous attend, c'est un peu la même chose qui touche la SNCF en ce moment, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence. D'ailleurs, c'est pour ça que vous étiez mobilisé le 22 mars. En effet, le 22 mars, il y avait des forts taux de grévistes sur l'ensemble, notamment du département bus à la RATP. Alors, ces taux de grévistes sont parfois un peu minorés en termes d'impact par la loi sur le service minimum, toujours est-il que les chiffres étaient là. Et cette mobilisation du 22 mars, elle était bien sur le mot d'ordre l'État s'attaque au statut de la SNCF et nous à la RATP on est les prochains sur la liste. Dans le cadre de la préparation de cette ouverture à la concurrence, la direction de la RATP met en place un management extrêmement agressif. Il s'agit de faire de la productivité. On nous parle de plus en plus donc de compétitivité. On veut faire des agents du service public, en fait, des acteurs entre guillemets, du challenge économique que s'est fixé la direction. Il y a plusieurs manières pour la direction de préparer donc, cette ouverture à la concurrence, de préparer ce jeu, soi-disant, de la concurrence libre et non faussée. L'une des notions qui est apparue ces dernières années, c'est l'augmentation de la vitesse commerciale, à savoir qu'il devient de moins en moins important de rendre un service de qualité. Je pense par exemple à renseigner des voyageurs, des personnes qui ne sont pas du coin ou quoi que ce soit pour augmenter la vitesse commerciale. Ça fait qu'on appelle sur ligne un machiniste en lui demandant pourquoi il est en retard, en demandant de rendre des comptes s'il est en retard. Alors qu'au départ, lorsqu'on apprend le métier, on nous explique qu'un retard, techniquement, c'est impossible à rattraper et qu'il faut faire avec. Voilà, c'est pas un problème. Par rapport aux conditions de travail des machinistes receveurs, c'est-à-dire des chauffeurs de bus, sur le temps de travail, pour être plus compétitif, on incite de plus en plus les agents à faire des heures supplémentaires ou à venir travailler sur leurs jours de RTT. Il y a des chauffeurs de bus qui sont épuisés, non, qui en arrivent à un niveau de fatigue qui peut même être dangereux, non ? Évidemment, si on a des conditions de travail qui prévoient un temps moyen de conduite de 7 heures par jour, c'est bien entendu pour des questions de sécurité. Sécurité pour les usagers et pour les tiers. Le niveau de concentration exigé pour faire ce boulot, il est fort, il est haut, il y a besoin d'être très concentré, il y a beaucoup d'imprévus. On doit sans cesse éviter l'accident dans un trafic dense. Excéder le temps de travail qui est prévu, qui est considéré comme normal, à court terme, ça peut avoir des conséquences de sécurité. Par exemple, en période de canicule, l'agent qui va rouler 10 heures au lieu de 7, il va être déshydraté, il va être complètement crevé, déconcentré. Là, c'est la sécurité des usagers qui est engagée. Et puis, à long terme, évidemment, c'est l'apparition de troubles musculo-squelettiques, des problèmes d'articulation, notamment beaucoup chez nous. Et donc, à long terme, c'est la santé de l'agent qui est engagée, quoi. Sachant qu'on a des gros problèmes de reconnaissance des maladies professionnelles. On a aujourd'hui de plus en plus de stratégies mises en place par la direction pour éviter de reconnaître les accidents du travail et pris en compte de plus en plus pour l'attribution de primes, pour le déroulement de carrière, le présentéisme des agents. On dissuade les agents de se mettre en maladie. Il y a énormément de stress au travail, c'est très difficile. Sachant qu'en plus, les entretiens disciplinaires se multiplient. Il y a parfois des situations dans lesquelles on ne sait plus travailler.
Nous, ce qu'on veut, c'est faire correctement notre travail. Les collègues, ils aiment leur boulot. Moi, j'aime mon boulot. Ce qu'on veut, c'est rendre un service de qualité. Je prends un exemple. Lorsque de plus en plus d'agents sont convoqués, par exemple, pour des feux orange, franchissement de feux orange, on a des agents de la brigade de surveillance du personnel qui sont cachés dans le bus, donc ils sont en civil, qu'on ne peut pas identifier, et qui établissent des rapports. Lorsque tu as un bus qui est plein et que tu arrives sur un carrefour, et d'un seul coup, tu es surprise, tu n'es pas sur ta ligne, tu ne connais pas bien le cycle des feux, le feu passe à l'orange. Souvent, il est préférable de franchir le carrefour pour libérer le carrefour, pour fluidifier la circulation, et puis pour éviter un freinage d'urgence qui pourrait projeter des gens au sol dans le bus, par exemple, faire des blessés, etc. Bon, sauf que lorsque, semaine après semaine, tu entends que des collègues sont convoqués pour ça, tu vas te mettre à cogiter. Là où normalement ta formation professionnelle, elle te permet d'avoir les bons réflexes, lorsque tu te mets à cogiter, tu peux faire n'importe quoi. Alors tu peux être amené à piler sur un feu orange et puis à faire des blessés. Qu'est-ce qui est prévu là, du point de vue de l'ouverture à la concurrence, c'est pour 2018 ? Le calendrier de base, depuis plusieurs années, c'était l'ouverture à la concurrence, donc c'est-à-dire à partir de 2019, pour les créations de lignes, le STIF formulera des appels d'offres auxquels pourront répondre que ce soit l'établissement public RATP ou des filiales de la RATP de droit privé ou toute autre entreprise privée pourront formuler des offres dans le cadre de ces appels. Et à partir de 2024 pour les renouvellements de lignes. Voilà. C'est-à-dire les lignes aujourd'hui exploitées par la RATP, le STIF pourra faire des appels d'offres. Ça c'était le calendrier initial. Il y a beaucoup de subterfuges trouvés par le syndicat des transports d'Île-de-France, mais avec la complicité, il ne faut pas se raconter d'histoire, avec la complicité de la direction de la RATP pour accélérer ce calendrier. On a vu l'exemple du T9, où on passe d'une ligne de bus articulé qui fait 20 millions d'usagers à l'année, on passe donc d'un bus articulé à un tramway, c'est la même ligne, c'est le même itinéraire, c'est les mêmes arrêts. Pourtant, on nous parle d'appel d'offres sur la création de ce T9, quoi. Voilà. Après, au quotidien, pour les agents, ça a plein de conséquences. Il faut être compétitif, donc ça veut dire que par exemple sur le plan de la formation professionnelle, les agents ne bénéficient plus de formation professionnelle parce que ça coûte de l'argent. Formation gestes et postures pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Formation gestion du stress ou prise de parole en public pour éviter les différends, parfois avec les tiers ou avec les usagers de la route. Tout ça, on n'y a plus droit, ou presque plus. C'est vraiment très marginal. Ce qui vise à la longue, en fait, c'est de passer tous les agents dans des filiales de droit privé, puis de supprimer les effectifs au statut. Leur stratégie, c'est d'attaquer le statut sans l'attaquer. Ça va être de laisser terminer leur carrière la plupart des agents qui sont statutaires aujourd'hui. La première chose, c'est l'embauche de plus en plus d'agents hors statut. C'est-à-dire quand un privé d'emploi postule pour un emploi de machiniste-receveur à la RATP, dans la mesure où il a plus de 35 ans, la RATP lui fait signer un CDI, donc un contrat de droit privé, et il ne bénéficie pas du statut RATP. À terme, la stratégie de la direction, ça va être soit de céder à des entreprises de droit privé les lignes actuellement exploitées par la RATP, soit de créer des filiales de droit privé pour exploiter ces lignes. Et là, l'alternative pour les agents statutaires de ces lignes-là, elle est simple. Ce sera soit de démissionner et de quitter l'entreprise, soit d'abandonner leur statut pour aller postuler dans ces filiales ou dans ces entreprises de droit privé. Et après, il y a un autre parallèle avec la SNCF, peut-être qui peut être fait à ce niveau-là aussi, c'est que les appels d'offres, les entreprises de droit privé vont venir se positionner sur des grosses lignes, des lignes qui potentiellement peuvent leur être profitables, quoi. Et sur les petites lignes, a priori, c'est l'établissement public qui va continuer à les exploiter, donc des lignes non rentables. Et donc il y a aussi là-dessus une perspective d'explosion de la dette. On va laisser à l'établissement public des lignes donc de service public, là pour le coup, qui parfois peuvent être pas ou peu du tout rentables, mais enfin c'est pas l'enjeu, hein. Et puis dans une dizaine d'années, on dira, regardez, l'établissement public, il est surendetté, il faut le démanteler, voilà. Donc je suis convoqué au conseil de discipline le 8 juin prochain. Là. La CGT RATP appelle au rassemblement à partir de 13h. Après, mon cas, il n'est pas isolé, hein. C'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à des délégués syndicaux ou des représentants du personnel. Quand la direction est engagée dans un bouleversement de l'entreprise, d'une entreprise de service public vers une boîte à cash, hein, on va être clair, et l'une des étapes, c'est évidemment de briser toute résistance et donc de commencer par briser
par briser tous ceux qui l'ouvrent, quoi. Tous ceux qui appellent encore à se mobiliser collectivement, tous ceux qui appellent à créer du rapport de force. L'enjeu derrière, bon, je l'ai dit, c'est les conditions de travail des agents, bien entendu, mais ça va bien au-delà. L'enjeu, c'est aussi la qualité du service public, et c'est même presque, j'ai envie de dire, un modèle de société. Avec ou sans service public, il y a le slogan qui dit tout privé égale on est privé de tout, et c'est vrai que pour les bas salaires, pour les gens qui sont privés d'emploi, le service public, il est indispensable à la vie, tout simplement. Service public de l'éducation, pour l'épanouissement de chacun, service public de la santé, voilà, pour la vie, et puis service public des transports. Donc on vous invite à venir nombreux vendredi 8 juin pour soutenir Alexis contre la répression antisyndicale. Vous trouverez toutes les informations pratiques dans la description de la vidéo. Merci.